Cet homme, c'est celui qui a transformé la drogue en un empire. Très clairement, un baron de la farine dont le nom continue de fasciner des décennies plus tard et qui honnêtement est devenu une référence de la pop culture et pour de mauvaises raisons. Alors très clairement, c'est une personne qui a fait couler des litres de sang et qui a brassé des milliards de dollars en un temps record. J'ai nommé Pablo Escobar. Eh bien, rapprochez-vous mes axorodiaires yesei. Aujourd'hui, on va explorer la vie d'un homme qui a bâti sa fortune sur l'illégalité, la violence et la corruption. Mais du coup, en vrai, qui était vraiment Pablo Escobar? Et comment un simple délinquant de Medellín est-il devenu le narcotrafiquant le plus puissant et le plus dangereux de tous les temps? Comment d'ailleurs il a pu, en si peu de temps, accumuler une fortune colossale et tenir tête à des gouvernements? Et aussi, et surtout, est-ce que dès l'enfance et l'adolescence d'Escobar, on pouvait avoir des indices qui ont mené à ce sanglant destin? Eh bien, on commence par là, justement. Alors, né le 1er décembre 1949, Pablo Emilio Escobar Gaviria voit le jour à Rio Negro, qui est une petite ville de quelques dizaines de milliers d'habitants en Colombie. Son père est agriculteur et il sera pas très présent dans la vie de Pablo. Il sera surtout élevé par sa mère, maîtresse d'école au sein d'une fratrie de 7 enfants. Et en fait, de ce qu'on en sait, Pablo et sa famille ont pas mal bougé durant sa jeunesse, tout en restant autour de Medellín quand même. Alors, je vous précise quand même quelque chose d'important. Quand Pablo Escobar est adolescent, c'est le bordel en Colombie, avec le conflit armé colombien, qui d'ailleurs, ça peut paraître fou, mais est encore en cours aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs milices paramilitaires qui se constituent dans le pays, comme par exemple l'Armée de Libération Nationale, mais surtout les FARC, que vous connaissez peut-être au moins de nom. Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails parce que c'est un peu compliqué, mais en gros, la violence est présente un peu partout dans le pays, que ce soit via les enlèvements, des agressions ou même des assassinats. Et donc, notre jeune Pablo Escobar grandit donc dans un climat très tendu en Colombie. Du côté de l'école, on sait qu'il est plutôt mauvais élève. Mais ça, c'est pas pour une question d'intelligence. En fait, si on se fie au témoignage d'Edgar Jiménez, qui est un ami d'enfance, et qui deviendra des années plus tard son photographe officiel, en fait, Pablo Escobar n'était juste pas intéressé par l'école. Lui, ce qui l'intéressait, c'était d'autres choses. Et dans ces choses, on trouve une chose plus que centrale, c'est faire de la tunasse. Et donc, aidé entre autres par l'un de ses cousins, qui s'appelle Gustavio Gaviria, je le fais un peu à la colombienne, je sais pas si on prononce comme ça, mais bon. Eh bien, le petit Pablo commence à commettre pas mal de petits larcins. Alors, ça va être de la contrebande de cigarettes, des vols de voitures, mais aussi des pillages de pierres tombales. Il avait aucune limite. En parallèle, il continue d'aller en cours et il obtient l'équivalent du bac chez nous, même si entre-temps il redouble. D'ailleurs, si on se fie encore au témoignage d'Edgar Jiménez, eh bien Pablo Escobar, comme il est frustré de ne pas trouver un travail normal, eh bien il finit par abandonner l'idée de s'insérer dans la vie pro. Mais néanmoins, il fait une promesse à sa mère d'obtenir son premier million avant les 30 ans. Et pour ça, c'est simple, il va continuer de voler des choses qui ont de plus en plus de valeur. Mais il se lance également dans le trafic de salades et de boulettes de viande. Alors, je peux pas utiliser les vrais mots, mais si vous voulez voir la vidéo, c'est celle-là du coup sur la chaîne où j'en parle. Voilà. Et bon, en parallèle, il est mêlé à des histoires d'enlèvement et de chantage, mais aussi d'assassinat. Et alors qu'il a tout juste 20 ans, il s'est déjà fait un sacré nom à Medellín. Et il commence d'ailleurs à être craint, tout en étant paradoxalement respecté par une majorité de la population pauvre. À notre cher Pablo, on va lui prêter des allures de Robin des Bois, qui vont d'ailleurs le suivre une bonne partie de sa vie. Petit à petit, il commence à se faire de plus en plus de thunes, mais là, il y a un business qui va le faire rentrer dans la cour des grands, et c'est celui de la farine. Alors, Pablo Escobar, il veut très rapidement faire de l'argent. Et il comprend que ce n'est pas avec de la Marie-Jeanne qu'il va y arriver. Là, non, il faut viser plus gros, plus haut. Mais alors, pourquoi la farine? Je vous renvoie vers cette formidable vidéo, justement, où on rentre dans ces détails-là. Alors, il y a plusieurs raisons, cela dit, pour tout ça. Déjà, faut savoir que les cartels n'existent pas à l'époque. Donc, il y a quand même une grosse place à prendre. Alors, je le précise, à ce moment-là, on est dans les années 70, donc c'est il y a longtemps. Ensuite, et sur le papier, en fait, dealer de la drogue, en gros, ça a l'air d'être moins dangereux que d'autres trafics comme celui des armes. Et aussi, et surtout, il y a une énorme clientèle. À commencer par les États-Unis, dont la jeunesse semble beaucoup s'intéresser à cette drogue encore peu démocratisée. Bon, petit à petit, Escobar va construire un business autour de cette drogue et en allant chercher la matière première directement au Pérou, avant de transformer tout ça du côté de Medellín. Et d'ailleurs, on dit qu'il cachait entre autres les sachets, les cartons et tout, parfois dans des pneus de voiture, parfois dans ceux d'avion. Et d'ailleurs, en parlant d'avion, il finit par en choper un, dont on parlera un peu plus tard. Et tout ça pour transporter sa cargaison plus vite et plus loin. Et là, il va alors commencer à inonder le Panama, mais aussi le sud des States, avec sa fameuse farine. Bon, du coup, son business, il prend de l'ampleur, son organisation, elle s'étoffe, et il y a de plus en plus de personnes qui travaillent pour lui. En fait, on estime très rapidement qu'il brasse des millions de dollars. Et tout ça par
semaines. C'est vraiment un autre level. Et du coup, il est de plus en plus craint, de plus en plus respecté. Et du coup, si on le gêne et qu'on essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, il ne perd pas de temps et il va littéralement buter les personnes qui lui posent problème, quoi. Mais faisons, si vous voulez bien, une petite parenthèse avec un premier secret dont peut-être vous n'avez jamais entendu parler. Et pour ça, on va laisser de côté les drogues et les assassinats. Parlons en fait plutôt de quelque chose de très personnel et plus précisément en fait de la vie amoureuse de Pablo Escobar. Et accrochez-vous bien parce que quand Pablo Escobar a 23 ans, eh bien il commence à fréquenter une certaine Maria Victoria Henao qui a 12 ans. Donc Pablo trempé aussi dans la c'est pas une petite amourette, hein. C'était vraiment quelque chose, en tout cas dans sa tête, de sérieux. Et c'est sérieux au point que 3 ans plus tard, alors que Pablo il a 26 ans, que Maria elle en a du coup 15, il se marie. Et là on se dit mais pourquoi il se marie si jeune et tout? Eh bien tout simplement parce que Maria elle est enceinte. Bon, inutile de vous préciser que sa famille elle est pas hyper partante, mais bon en même temps faut être clair, ils n'ont pas le choix, hein. Vu l'influence d'Escobar, ils vont surtout pas lui dire qu'il ne doit pas faire ça. Bon, en tout cas pour en revenir sur le trafic, et à force de multiplier les trajets dans les pays aux alentours, eh bien Pablo il finit par se faire choper avec une 20aine de kilos de farine, alors qu'il revient d'Équateur. Bon là, je vous épargne les détails, mais Escobar, il va s'en sortir, entre autres en corrompant l'un des juges aux commandes et en ordonnant l'assassinat des officiers qui l'ont arrêté. Et c'est globalement à partir de ce moment-là que le narcotrafiquant va appliquer un principe très simple pour ses opposants, liés de près ou de loin à la justice. Soit il les corrompt avec beaucoup de thunes, et il en a, soit s'il n'arrive pas à les corrompre, il les bute. C'est tout. Et en fait, cette mentalité, ça se traduit par l'une des expressions cultes qui est associée à Pablo Escobar, plata o plomo, de l'argent ou du plomb. C'est d'ailleurs une phrase qui est entrée dans la culture populaire, surtout d'ailleurs dans le rap français. Et c'est d'ailleurs devenu le nom du label de la crime. Bon, en tout cas, Pablo Escobar arrive finalement à la fin de sa vingtaine, et là, il a de plus en plus de pouvoir, de plus en plus d'argent, et de plus en plus d'hommes sous lui. Et pour lui, il est alors temps de passer un nouveau cap, fonder son propre cartel. Alors, nous sommes à présent au milieu des années 70 et Pablo Escobar est riche de plusieurs dizaines, voire centaines de millions de dollars. Et il pèse de plus en plus lourd très clairement dans le trafic de C. Et c'est à ce moment-là qu'est fondé un cartel dont vous avez peut-être déjà entendu parler, hein. Et contrairement à la croyance populaire, Escobar n'a pas fondé ce cartel tout seul. Alors certes, il en est la principale figure, mais il a cofondé le puissant cartel de Medellín, avec les frères Ochoa, mais aussi Gustavo Gaviria, hein, qui est son cousin, mais également un certain Carlos Leder, ou même José Gacha, et encore Griselda Blanco, qui est pour Escobar une sorte de mentor. Donc très clairement des personnes malveillantes qui gravitent autour d'Escobar, il y en a un paquet. En tout cas, le cartel de Medellín, c'est très clairement le plus grand cartel de narcotrafiquants de l'histoire. Et il va inonder le monde de drogue. Alors bien entendu, les USA vont être le premier marché, et d'ailleurs la plupart des cargaisons arriveront par les Caraïbes, puis par Miami. Et d'ailleurs, en plus du trafic régulier à base d'avions, de bateaux, même de voitures, on voit aussi l'émergence de mules. Alors les mules, ce sont en fait des gens qui sont payés pour cacher la drogue dans leur propre corps et qui, une fois arrivés à destination, doivent l'expulser naturellement. Alors inutile de dire, cela dit que c'est illégal, mais surtout c'est très dangereux. Très clairement, si le sachet se déchire dans votre estomac et que la drogue se mélange à votre organisme, c'est ciao. Bon, en tout cas, en plus des États-Unis, le cartel de Medellín inonde aussi le Mexique, mais aussi certains pays d'Amérique du Sud et aussi l'Europe. Voilà, pourquoi s'arrêter à un seul continent? Toute la planète est à lui, quoi. On peut vraiment parler de suprématie. Et même si en vrai c'est compliqué d'avoir des chiffres précis, on estime qu'à son prime, le cartel fournissait jusqu'à 80% de la production mondiale de farine. Et d'ailleurs, la corruption dont je vous parlais plus tôt, elle connaît également un pic. Alors, aussi bien au niveau des flics que des juges, mais également de certains hauts politiques colombiens qui ne disent rien sur certaines transactions. De toute façon, comme je vous le disais tout à l'heure, s'ils ne coopèrent pas, c'est souvent la mort qui les attend. Mais ce n'est pas tout, puisque le cartel de Medellín commence également à acheter des îles privées afin d'y faire atterrir et décoller les avions qui s'occupent du trafic. Et tout ça histoire d'être un petit peu plus en sécurité. Car si quelqu'un veut faire un raid sur leurs îles, on les verrait venir de très loin. En tout cas, on estime quand même que le cartel est composé de plus d'une centaine de milliers de membres. À plein temps, hein. Vraiment, on est très loin de la petite PME ou de la start-up. Là, vraiment, c'est une multinationale. Et certes, même s'il a des ennemis, Pablo Escobar entend bien bosser main dans la main avec d'autres gros trafiquants. Alors que ce soit du côté du Mexique, de la Bolivie ou même de l'Espagne. En fait, il va tisser des liens avec d'autres barons pour faire fructifier son business. Et d'ailleurs, petite précision sur le plan personnel, si effectivement il fait fabriquer et transiter des tonnes et des tonnes de farine, eh bien Escobar n'y touche pas
du tout. Et d'ailleurs, il va encourager très clairement ses hommes à en faire de même, pour ne pas perdre le contrôle. L'argent continue en tout cas de couler à flot et on estime qu'à 30 ans, Pablo Escobar est milliardaire. Il avait promis à sa mère d'avoir 1 million, au final c'est le milliard. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul dans ce cas au sein du cartel de Medellín. Mais alors, qu'est-ce qu'il a pu faire avec tout cet argent? Est-ce qu'il n'a pensé qu'à son plaisir personnel ou est-ce qu'il a continué d'aider certaines personnes? Bien, un petit peu des deux et on va voir ça maintenant. Avec 1 milliard de dollars, autant se faire plaisir. Et là, quoi de mieux que de construire une sorte de mini-quartier privé de zinzin? Parce que oui, à un moment, pourquoi on devrait s'arrêter à une simple villa? C'est ridicule, c'est trop petit. Non, quand on est Pablo Escobar, on a besoin de respirer. Et du coup, laissez-moi vous parler alors de l'Hacienda Nápoles, qui est un domaine d'environ 20 km². Honnêtement, c'est quand même très compliqué de s'imaginer à quoi ça peut ressembler en termes de taille. Mais tout simplement, c'est gigantesque. En fait, pour vous donner un point de comparaison, vous savez, toute la ville de Paris, ça représente à peu près 100 km². Et donc là, son domaine, ça fait 1/5 de Paris. Déjà, pour commencer, la porte d'entrée, elle est surmontée d'une réplique de l'avion qu'il a utilisé lors de son premier trafic de drogue vers les États-Unis. Et bien évidemment, la villa sur place est gigantesque. Et elle est entre autres accompagnée par des squelettes de dinosaures. Mais en parallèle, sur le domaine, on peut retrouver un ranch, une arène de tauromachie, une maison close, mais aussi un terrain de football, des statues de poulpes au milieu d'un parc aquatique, une piste d'atterrissage, un court de tennis, des lacs artificiels, et j'en passe. D'ailleurs, en parlant de lacs ou même d'étendues d'eau, c'est dans ce type de biome, on va dire, que flotte l'université du rêve qui s'appelle Noisely. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, l'Hacienda Nápoles abrite aussi beaucoup de motos, mais aussi de voitures de luxe, forcément. Mais ce n'est pas tout. En fait, qu'est-ce que vous pourriez bien construire pour votre propre plaisir quand vous êtes pété de thunes et qu'en même temps vous êtes complètement abarboté dans l'illégalité? C'est simple. Construisez un zoo, juste pour vous. Et en vrai, avec la place qu'il a, Pablo Escobar va pas voir les choses à moitié. Non. Il va construire son zoo et il va y mettre 200 animaux. Même si c'est un petit peu difficile d'avoir le chiffre exact. D'ailleurs, au niveau des espèces, il y aura un peu de tout. Il y aura des éléphants, des autruches, des zèbres, des chameaux, des hippopotames, des girafes. Mais il y aura aussi énormément d'oiseaux exotiques, dont certains très chers et bien entendu très rares. Mais c'est pas tout. Il y aura aussi dans son zoo des antilopes et des animaux un petit peu passe-partout, comme des poneys, quoi. Alors bien entendu, la quasi-totalité de ces animaux sont amenés clandestinement. Et tout ça à bord des avions de transport, là où se trimballe la drogue d'Escobar. D'ailleurs, petite mise en bouche, pour plus tard, mais figurez-vous qu'à la mort de Pablo, le fait d'avoir eu ce zoo, ça va contribuer à flinguer toute la faune et la flore locale. Malgré le luxe dans lequel il baigne, Pablo, il va continuer de donner aux pauvres. Alors, vous vous souvenez au tout début quand je vous disais qu'il avait ce petit côté Robin des Bois et que le peuple le voyait comme tel? Ça ne l'a jamais vraiment quitté. Et donc, je vous présente le barrio Pablo Escobar. Alors, un barrio, c'est une banlieue, c'est le quartier à l'extérieur de la ville. Ce quartier est né avec l'association Medellín Santodi, fondée par Pablo Escobar. Les gens ne voulaient pas que l'histoire l'oublie. Cela ne veut pas dire qu'on glorifie Escobar ou son mode de vie. Les habitants du quartier n'ont rien à voir avec lui. Mais beaucoup d'habitants lui resteront éternellement reconnaissants parce qu'il leur a offert une maison et les a sortis de la rue. En fait, on estime aujourd'hui qu'il a pu loger des centaines de familles qui étaient à la rue ou alors pas loin et de façon totalement gratuite. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, des familles qui ont reçu une maison de Pablo Escobar dans les années 80 continuent d'y vivre. En fait, si à Medellín, c'est le boss, à Bogota, qui est la capitale du pays, là, c'est autre chose. Parce que le président de la Colombie et son gouvernement sont bien décidés à le faire tomber. Et cette fois-ci pour de bon. Au début des années 80, alors que Pablo il a la trentaine, là il va se lancer un nouveau défi, un petit truc sympa, la politique. Alors en effet, il règne déjà sans partage sur Medellín, mais tout ça c'est grâce à l'intimidation, grâce à la peur. Sauf que là, non, il a envie de passer un cap, et il a envie de conquérir la capitale, Bogota. Et en passant cette fois-ci par une voie un peu plus légale. Et du coup, Escobar va être élu comme suppléant à la Chambre des représentants du Parti libéral colombien. Mais rapidement, il est écarté de toute potentielle place politique pour cause de financement illégal de sa campagne. Et donc, pour lui, la politique, ça a terminé aussi vite que ça a commencé. Et donc, ça le saoule, évidemment. Il est pas content et donc ça repart dans de la violence extrême. Mais contre un petit peu tout le monde, notamment contre le cartel de Cali, qui sont des rivaux colombiens pour ce qui est du trafic de drogue. Sauf que la cible favorite d'Escobar, ça reste, on va dire, les autorités colombiennes et principalement les hommes politiques.
Parce que plus que jamais, à cette époque-là, eh bien notre cher narcotrafiquant, il corrompt un peu tout le monde. Et si vous n'avez pas envie de vous laisser corrompre, eh bien c'est une balle qui vous attend, vous connaissez la chanson. Bref, le temps passe et Pablo Escobar finit par avoir 35 ans. Et là, ça ne s'arrange pas, il est de plus en plus puissant. On est alors en 1984 et il va franchir alors un énorme cap en faisant assassiner Rodrigo Lara Bonilla. Et alors que ce dernier se rend à l'aéroport, eh bien il se fait tuer par des hommes d'Escobar qui vont alors cribler sa voiture à l'aide d'une mitraillette et le tuant alors sur le coup. Là vous dites, mais c'est qui ce Rodrigo Lara Bonilla? C'est pas n'importe qui. En fait, c'est le ministre de la justice colombienne. Et comme ce ministre n'appréciait pas du tout Escobar et qu'il l'avait dans sa ligne de mire, eh bien Escobar s'est dit que comme il pouvait pas le corrompre, c'était plus facile de le buter. Tous les journalistes et les historiens s'accordent à dire que c'est la mort de Bonilla qui a fait monter d'un énorme cran la violence et la guerre entre le pays et le cartel de Medellín. Parce que Escobar, il ne va pas s'arrêter là. Il va faire tuer plusieurs dizaines de juges et des magistrats. Et d'ailleurs, à cette époque, l'un des bras droits d'Escobar, qui s'appelle Ron Jairo Velázquez, il est reconnu avoir organisé lui-même les meurtres de plus de 3000 personnes. Donc vraiment, on peut dire sans problème que plusieurs dizaines de milliers de personnes, civils, politiciens ou même rivaux, ont été tués en l'espace d'une décennie. Mais bon, malgré ce climat d'intimidation et les meurtres en série, la justice colombienne n'abdique pas. Et elle va voter pour l'extradition d'Escobar, s'ils arrivent évidemment à l'attraper. Et c'est alors à ce moment-là qu'il rentre dans une cavale interminable. Néanmoins, et comme El Chapo, dont j'ai déjà parlé, Escobar, il a le bras très très long et il a des contacts partout. Et comme El Chapo, il ira jusqu'à donner une interview à un journaliste français alors qu'il est en pleine cavale. Pour le rencontrer, j'ai contacté quelques journalistes colombiens. Et le premier m'a directement dit de faire très attention car le cartel de Medellín avait tué plus de 80 journalistes colombiens. Finalement, ça a pu se faire. Et j'ai dans un premier temps rencontré Fabio Ochoa qui m'a tout montré pendant des semaines, que ce soit les sites de production ou ses propriétés. Ensuite, j'ai pu rencontrer Pablo Escobar et l'interviewer pendant 1 heure. J'ai dû leur montrer le reportage avant de pouvoir partir, mais ils étaient pas très contents à cause de plusieurs détails qui auraient pu les faire extrader. J'ai parlé avec la famille Ochoa pendant 10 minutes qui ont été les plus longues de ma vie et j'ai finalement pu repartir. Le film a finalement été diffusé sur les antennes de TF1, mais après la mort d'Escobar. Bon, comme je le dis depuis le début, Pablo Escobar, il brasse de l'argent. Mais vraiment beaucoup d'argent. Et honnêtement, en vrai, beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer. Pour vous donner une comparaison, vous connaissez sans doute le magazine Forbes, qui chaque année fait un top 100 des personnes les plus riches du monde. Et en 93, le narcotrafiquant était tranquillement installé dans le top 10 des gens les plus riches du monde. Comme vous pouvez le voir avec ces extraits de Forbes, quoi. C'est quand même abusé. Bon, après, évidemment, et vu que tout son business est illégal, il est quand même compliqué de savoir à combien sa fortune réelle se chiffrait. Mais si on prend une grosse fourchette, ça pouvait aller de 3 à 30 milliards de dollars. Et justement, avec tout cet argent, Escobar continue de faire régner la terreur. Il continue aussi d'éliminer ses ennemis, et tout ça dans la sphère politique. Vraiment, il se donne aucune limite. D'ailleurs, l'une de ses nouvelles cibles, ce sera un certain Luis Carlos Galán, qui est candidat à la présidentielle colombienne, tout simplement. Et donc, ce cher Luis Carlos Galán, il va commencer à recevoir des menaces de mort par téléphone, mais également dans sa boîte aux lettres. Et c'est alors que le 4 août 1989, là, il échappe à une première tentative de meurtre. Sauf que le truc, c'est que Escobar et le cartel de Medellín, ils n'ont pas envie de s'arrêter là. Et donc 2 semaines plus tard, alors que ce candidat à la présidentielle, il est en train de faire un meeting dans la ville de Soacha, il est abattu par des hommes d'Escobar. Et même s'il décède du coup de manière tragique, pour son parti politique, il est hors de question de laisser tomber. Et c'est ainsi qu'un nouveau candidat va émerger, un certain César Gaviria. César Gaviria, pour Pablo Escobar, c'est une nouvelle cible à éliminer forcément. Et pour pouvoir le zigouiller justement, là il a une petite idée. Et il se dit, pourquoi ne pas faire sauter l'avion de ce nouveau candidat à la présidentielle? Sauf que vous allez voir, le truc tragique derrière, c'est que, en réalité, il ne montera jamais dedans. Et la bombe va malgré tout exploser, elle tuera alors une centaine de personnes innocentes. D'ailleurs, comble de la situation pour Pablo Escobar, César Gaviria, qui était censé prendre cet avion, il sera finalement élu à la présidence de la Colombie quelques mois plus tard. Et là d'ailleurs, en parcourant pas mal de vidéos d'archives, on remarque quand même que c'est globalement à ce moment-là que Pablo Escobar va perdre beaucoup de sympathie de la part de la population. Parce que forcément, on se dit, ça peut pas être Robin des Bois s'il tue des innocents. Par contre, il y a un truc qu'Escobar, il craint plus que tout, et c'est les États-Unis. Parce que oui, à ce moment-là, les States commencent vraiment à en avoir marre de lui.
D'ailleurs, plusieurs organismes des États-Unis, comme l'unité d'élite Delta Force ou même la CIA, aident de plus en plus les Colombiens pour mettre la main sur le narcotrafiquant, en créant notamment une unité spéciale dédiée à sa localisation et à sa capture. Mais les États-Unis mettent aussi la tête d'Escobar à prix. Ils vont commencer alors à éliminer pas mal de ces hommes haut gradés. Et là, alors qu'on pourrait croire que tout ça, ça va commencer à faire ralentir Escobar et à le faire peut-être entendre raison, eh bien non, c'est tout l'inverse. Escobar va passer un cap en plus dans la violence. Faut que je vous dise quand même, la plus grande peur d'Escobar, ça s'appelle l'extradition. En fait, il a peur que s'il finit aux States, toute la corruption qu'il est capable de faire, ça ne marche plus. Et qu'il écope du coup de la prison à perpétuité, ce qui est quand même probable vu tous les crimes qu'il a commis. Et en effet, Pablo Escobar avait l'habitude de dire qu'il préférait une tombe en Colombie qu'une cellule aux États-Unis. En plus, ça rime. Mais à un moment, quand la corruption ou même les coups de pression, ça ne suffit plus, qu'est-ce qu'il peut bien faire ? Eh bien, enlever les gens, tout simplement. Mais pas n'importe qui. Enlever des journalistes, des hommes politiques et surtout les enfants de certaines personnes influentes. Mais toucher aux familles, c'est peut-être le meilleur levier à actionner pour Escobar. Il va alors choisir des cibles de choix. Alors, il y a par exemple Diana Quintero, qui est la fille du 25e président de la Colombie, et qui sera d'ailleurs malheureusement tuée lors d'une tentative de sauvetage par des forces colombiennes. Mais il y a également Marura Pachón de Villamizar, qui est la belle-sœur de Luis Carlos Galán, mais il y aura aussi Marina Montoya, qui, elle, sera malheureusement tuée par les hommes d'Escobar après avoir été enlevée. Et surtout, un certain Francisco Santo Calderón, qui est un journaliste très important du pays, et qui, pour l'anecdote, deviendra vice-président de la Colombie plus tard, avant d'être l'ambassadeur colombien aux États-Unis. D'ailleurs, son enlèvement sera marquant pour la suite des événements. Vous verrez ça. Parce que en fait, à force d'exercer cette pression énorme via des enlèvements et des assassinats qui continuent, le gouvernement, à un moment, il n'a pas le choix. Parce que Pablo Escobar finit par gagner ce qu'il voulait, il obtient l'abolition de l'extradition. Et donc, en faisant ça, indirectement, le gouvernement perd encore une fois contre le cartel de Medellín et contre le trafic de drogue dans son ensemble. Mais néanmoins, Pablo Escobar a quand même consenti à faire un petit arrangement, parce qu'en effet, il a accepté, à 42 ans quand même, de se faire emprisonner pour prouver sa bonne foi. C'est quand même assez fou. Et surtout aussi, pour échapper pour de bon à une future extradition. Sauf que, petit détail qui a son importance, on va pas l'enfermer dans une prison colombienne classique. Non, loin de là. Là, il est hors de question d'envoyer Pablo Escobar dans n'importe quelle tôle de Bogota ou de Medellín. Non, là, laissez-moi vous présenter la cathédrale, qui est une prison faite pour Pablo Escobar et surtout par Pablo Escobar. Le gars, il a fabriqué sa prison. Et en effet, ça faisait partie du deal d'être emprisonné selon ses conditions, et dont celle que ce soit visiblement dans une villa, au cœur d'un terrain de plus de 2 hectares, et pour seulement une vingtaine de prisonniers. Et ces prisonniers, c'est simple, c'est Escobar lui-même et certains de ses lieutenants. Et donc c'est simple, mais en seulement 7 mois, tout le complexe sort de terre grâce à plus de 250 personnes. D'ailleurs, selon certaines rumeurs, Pablo Escobar aurait organisé un barbecue géant avec tous les ouvriers du bâtiment pour l'inauguration de sa prison, avant de les faire tuer. Bon, en tout cas, sa prison, la cathédrale, est bien évidemment située à un endroit stratégique au sommet d'une montagne, avec la vue dégagée sur Medellín. Et en vrai, en raison de cette altitude et de cet emplacement, ça va éviter les attaques faciles de personnes qui voudraient peut-être tuer le baron de la drogue. D'ailleurs, vous vous souvenez quand je vous ai parlé de tout ce qu'on pouvait trouver comme truc extravagant dans sa résidence, l'Hacienda Nápoles? Eh bien là, on reprend globalement les mêmes bases. Parce que sur ce vaste terrain qui compose sa prison, on peut trouver un terrain de football, un jacuzzi, et puis un petit espace aquatique avec une cascade, ou même un gymnase, mais aussi un bar rempli d'alcool et aussi un télescope pour avoir une vue précise sur Medellín. En fait, ce télescope, ça lui permet de voir notamment sa famille qui a 10 km et pour s'assurer que tout va bien. Et bon, évidemment, même s'il est en prison, il continue de gérer le cartel de Medellín. Et d'ailleurs, on peut trouver dans la villa de sa prison beaucoup d'argent, mais aussi des armes ou même de la cocaïne. Et puis, il y a aussi, bien entendu, pas mal de prostituées qui vont faire des allers-retours. Et d'ailleurs, en vrai, tout ça, c'est un sacré planning à tenir. Parce que sa famille pouvait lui rendre visite plusieurs fois par semaine. Mais la villa abritait aussi une maison de poupées géante pour mieux accueillir sa fille. Bref, pour lui, les mois passent et on franchit le cap de l'année emprisonné. Sauf que un beau jour, Escobar, alors qu'il est toujours en prison, il va péter un câble contre plusieurs de ses lieutenants. Après 13 mois à croupir, entre guillemets, dans cette tôle, il va se mettre à torturer et à tuer 4 de ses hommes qui visiblement se disputaient un petit peu trop pour de l'argent. Et là, pour le gouvernement qui finit par être bien entendu au courant, ça c'est la goutte de trop. Et alors, le
le gouvernement décide de le dégager de la cathédrale. Sauf que le narcotrafiquant refuse de quitter sa prison et le gouvernement n'a d'autre choix que d'envoyer l'armée colombienne pour le déloger. C'est vraiment le jour et la nuit, quoi, ça n'a aucun sens. Là, on se dit, ok, c'est la fin pour Escobar, sauf que non, pas du tout, il va réussir à s'échapper. Alors au début, on pensait qu'il aurait eu de l'aide avec des gens qu'il aurait pu corrompre, mais non, en vrai, ce sera son fils qui dévoilera d'ailleurs un peu plus tard son secret. Mon père avait créé cette issue de secours pendant la phase de construction. Une section du mur bien précise avait été construite avec un mélange de béton très faible, de sorte qu'il suffisait de 2 coups de pied pour l'ouvrir. Et donc le 22 juillet 1993, à 43 ans, Pablo Escobar est donc une nouvelle fois en cavale. Néanmoins, là, il n'a aucune idée que cette cavale ne ressemblera à aucune de ses cavales précédentes et qu'il sera traqué par beaucoup plus de gens que prévu. Et il ne le sait pas encore, mais une erreur toute bête le mènera à sa perte. Bon, pour commencer, Pablo Escobar ne peut plus voir sa famille. Et ça, en vrai, c'est quand même compliqué pour lui. Parce que quand même quand il était à sa prison, la cathédrale, il pouvait les faire venir. Et aussi et surtout, en fait, il a de moins en moins de soutien, mine de rien. Certains de ses lieutenants commencent sacrément à flipper d'être arrêtés ou même d'être extradés. Donc, ils se font un peu plus discrets. Et d'autres de ses lieutenants vont finir en tôle ou même carrément morts. Et puis en parallèle, Escobar, il doit affronter un certain Los Pepes, qui est en fait un groupe composé d'ennemis de Pablo Escobar qui avait eu la malchance d'être persécuté par lui. Et ça va comprendre en fait d'anciens membres de son cartel, mais aussi des cartels ennemis comme celui de Cali. Dedans, on peut aussi retrouver des personnes lambda qui ont eu un proche tué par Escobar. Et puis en plus de ça, puisque ça suffisait pas, la CIA et la police colombienne sont également liées, plus ou moins directement, à Los Pepes. Parce que pour elles, il faut vraiment arrêter le narcotrafiquant pour de bon cette fois-ci. Donc voilà, elles vont accepter d'échanger des infos un peu plus facilement qu'en temps normal. Et donc rapidement, Pablo Escobar perd de plus en plus de propriétés et ses proches continuent de se faire arrêter. De son côté à lui, il est obligé alors là de changer de planque et d'ailleurs de plus en plus souvent. Mais il arrive quand même à échapper à tout le monde en prenant soin de rester discret quand il passe des appels pour pas être localisé. Et il se trouve que le 1er décembre 1993, Pablo Escobar fête ses 44 ans. Et vraisemblablement, en tout cas cette fois-là, il fête ça tout seul. Et alors le lendemain, il téléphone à sa famille pour prendre des nouvelles. Sauf que voilà, cette fois-ci, il a pris moins de précautions que d'habitude. Sauf que non, erreur, là il est localisé assez rapidement dans un quartier de Medellín et il va y avoir toute une chier de soldats qui vont débarquer alors sur place. Ils vont pénétrer alors dans sa maison, celle que vous voyez derrière, et ils vont tuer rapidement son garde du corps avant de chercher Escobar. Là, l'objectif pour eux, c'était surtout de le capturer vivant, mais ça va un peu partir en sucette et il va y avoir des coups de feu qui vont commencer. Et au final, ces coups de feu vont amener plusieurs personnes, dont Escobar, sur le toit de la maison. Là, Escobar se prend alors plusieurs balles au niveau des jambes, du torse, mais aussi dans la tête, et il va alors mourir sur le coup. Avant que les militaires prennent fièrement la pose à côté de son cadavre qui est encore chaud. Alors en photo, ça donne ça, mais évidemment je peux pas vraiment vous montrer, donc on va flouter quand même pas mal pour éviter d'avoir des petits problèmes avec YouTube, tout simplement. Là, certaines rumeurs ont alors commencé à fleurir en évoquant la thèse d'un suicide d'Escobar, pour être sûr de ne pas être extradé. Mais bon, on n'est pas sûr et en vrai, il est probable qu'il ait bel et bien été tué. Et donc, à 44 ans et 1 jour, après une vie relativement courte quand même, et surtout très mouvementée, tachée de sang et remplie d'horreur, c'est donc la fin de Pablo Escobar. Ce jour-là, j'ai perdu mon grand amour. C'est le pire souvenir de mon existence. Je suis restée sous le choc les 5 années qui ont suivi, certaine de subir le même sort. Car aucun pays ne voulait nous accueillir avec ma famille. Nous étions des pestiférés, beaucoup souhaitaient notre mort, notamment les chefs des autres cartels. Finalement, j'ai pu m'exiler en Argentine où j'ai changé de nom pour Maria Isabel Santos et où je me suis créé une histoire. Colombienne, originaire de Manizales, cultivatrice de café, obligée de quitter son pays à cause des menaces de séquestration. Il m'a fallu 25 ans pour accepter mon histoire si singulière. J'ai, depuis, rencontré des victimes de Pablo pour leur demander pardon et me désolidariser de ces actes barbares. Mais alors, il y a une question qui s'est posée quand même, et qui se pose d'ailleurs toujours. Où est passée la fortune d'Escobar ? Alors certes, il y a eu quand même de la thune qui a été trouvée dans pas mal de ses planques ou même dans ses baraques, mais c'est quelques millions par-ci par-là. Non. Où sont passés tous les milliards d'Escobar ? Parce que là, on est quand même plus ou moins sûr que la plupart des billets, ils ont pourri avec le temps. Ils ont même été enterrés quelque part ou planqués.
mais quand même pas mal de son pécule doit encore continuer de circuler. D'ailleurs, il n'est pas rare que de temps en temps, même aujourd'hui encore, on retrouve de l'argent d'Escobar. Nicolas Escobar, qui est le neveu du narcotrafiquant, il a par exemple trouvé une cachette dans sa maison environ 30 ans après sa mort. Et cette cachette, elle contenait tout simplement 18 millions de dollars, mais malheureusement qui était inutilisable vu leur état. En tout cas, 30 ans après sa mort, Pablo Escobar, ça reste encore une icône de la pop culture. Il est par exemple cité dans pas mal de textes de rap, il est souvent même personnifié au cinéma, et il y a bien évidemment la série Narcos qui est sortie en 2015 qui lui est dédiée. En tout cas, il est fort probable qu'on parle encore longtemps de lui. Et ça nous amène justement à notre tout dernier secret. Terminons justement sur une dernière chose peu connue, parce que si je vous disais que Pablo Escobar était responsable de la dégradation partielle de la biodiversité colombienne, peut-être que vous allez dire, mais de quoi tu parles? Faut que je vous explique. Vous vous souvenez quand il avait eu sa giga propriété, celle où il avait créé un zoo privé? Eh bien, à sa mort, la majorité des animaux ont fini par trouver refuge à droite et à gauche. Alors, tous les animaux, non, parce que les hippopotames, eux, ils sont restés sur place. Et là, du coup, les 4 hippopotames ont fini alors par s'échapper de son zoo et par s'installer alors sur les berges du plus gros fleuve de Colombie. Et là, comme les hippopotames n'avaient aucun prédateur, ils ont commencé à se reproduire encore et de façon intensive. Et du coup, on estime qu'aujourd'hui, il y a une centaine de spécimens et il pourrait y en avoir plusieurs milliers d'ici 25 ans. Et du coup, les hippopotames, ils bouffent tout ce qui passe à portée de gueule et donc la flore locale en pâtit pas mal. Mais les hippopotames polluent également les cours d'eau à cause de leur déjection, ce qui va favoriser la propagation des bactéries qui peuvent ensuite toucher les personnes qui boivent cette eau. Bref, des animaux qui foutent pas mal de boxons et qui peuvent tuer, je le rappelle, un être humain sans aucune difficulté, même s'ils sont herbivores. Et bien voilà pour notre cher Pablo Escobar. J'espère que vous avez appris pas mal de choses du coup dans cette vidéo avec moi, notamment en complément d'autres collègues youtubeurs qui ont déjà sorti des vidéos sur Pablo. En attendant, avant de conclure, sachez que si la drogue c'était le moyen principal d'Escobar de se faire des montagnes d'argent, sachez que dans Noisuli, donc le premier tome de la saga, les drogues, mais qui sont un peu plus liées aux rêves, existent et sont capables de vous envoyer dans d'autres plans d'existence, d'autres dimensions plus oniriques, et ça peut être assez dingue. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, on se retrouve pour la prochaine, et sur ce, passez une bonne nuit, ou une belle journée, ça dépend.